Alors, je disais, hein, la détente de Joule-Gay-Lussac, elle a un intérêt historique parce que c'était une méthode expérimentale qui permettait de voir si un gaz donné se comportait comme un gaz parfait ou pas. Donc en fait, au niveau de ce dispositif expérimental, vous avez deux récipients ici qui sont caractérisés dans l'énoncé par les volumes V1 et V2. Dans l'un des récipients, il y a un gaz qui était introduit. Dans l'autre récipient, il y avait du vide. L'ensemble était à parois calorifugées. Et ensuite, un robinet était ouvert qui permettait au gaz de passer du premier récipient à l'ensemble du volume disponible. Et donc l'idée était la suivante, c'était de mesurer la température à l'état initial et à l'état final. Donc quand on s'intéresse ici à un gaz qui se comporte comme un gaz parfait, on va le voir au niveau du petit exercice. Et bien la température du dispositif est égale à l'état initial et à l'état final. Par contre, si le gaz est réel, compte tenu du fait que l'énergie interne dépend à la fois de la température et d'un deuxième paramètre d'état, d'une deuxième variable d'état, là le volume en particulier, eh bien on avait la température qui n'était plus la même à l'état initial et à l'état final. Et donc c'était un moyen assez simple de voir si un gaz se comportait comme un gaz parfait ou pas. Si on avait la même température à l'état initial et à l'état final, on pouvait raisonnablement dire que pour les conditions d'expérience, le gaz se comportait comme un gaz parfait. Sinon, il se comportait comme un gaz réel. Bien, alors si on reprend un petit peu les différentes questions, donc on vous demandait de schématiser le dispositif. Alors, au vu de l'énoncé, donc on a ici deux récipients à parois calorifugées qui sont reliés par un robinet. Donc schématiquement, voici comment on va représenter ça, avec ici donc le volume V1, ici le volume V2, et puis le robinet. Quand les parois sont calorifugées, souvent ce que l'on fait pour le faire apparaître sur le schéma, c'est qu'on fait des petits traits comme ça qui traduisent le fait que les parois ici sont calorifugées. Alors, ce n'est pas une notation standardisée, mais malgré tout, on retrouve ça dans la plupart des exercices. Donc, on met des petits traits comme ça au niveau des parois du récipient pour traduire le fait que les parois sont calorifugées. Au niveau de ce dispositif expérimental ici, dans l'un des récipients, on a du gaz qui est soit de l'argon, soit du dioxyde de carbone. Et puis de l'autre côté, il n'y a rien du tout, autrement dit, c'est du vide. Et quand je dis rien du tout, attention, ce n'est pas de l'air, c'est vraiment du vide. Il n'y a vraiment rien dans le récipient. Bien, donc ça c'est pour la modélisation du dispositif. On vous demandait de justifier que la détente était iso-énergétique. Donc iso, ça veut dire même, énergétique, même énergie. Donc là, compte tenu du fait que le premier principe, en fait, il met en jeu que des termes énergétiques, ce terme iso-énergétique, là, il n'est pas si bien choisi que ça. En fait, quand on emploie ce terme iso-énergétique en thermodynamique, et ben, la plupart du temps, ce que l'on sous-entend, c'est énergie interne égale constante, en fait. Donc ça, on peut s'en convaincre assez facilement en appliquant le premier principe. Alors, ici, il y a un point sur lequel il faut faire un petit peu attention, c'est le choix du système ici. Je vais choisir comme système le gaz. Et je vais appliquer le premier principe à ce système ici. On a donc delta EC macro plus delta U qui est égal au terme de transfert thermique plus le travail des forces de pression plus éventuellement d'autres travaux. Bon, si on regarde un petit peu les différents termes qui sont mis en jeu, ici on a un dispositif qui est
au repos macroscopique. Quand on va ouvrir le petit robinet qui est ici, il y a des molécules de gaz ici qui vont diffuser dans le deuxième récipient, mais ce sont des mouvements au niveau microscopique. On n'a pas un mouvement d'ensemble du gaz qui se déplacerait macroscopiquement. Donc, le terme de variation d'énergie cinétique macroscopique est nul ici. De même, il n'y a pas de travail autre que le travail des forces de pression. Donc, ce terme qui est ici, il est nul également. Et puis ensuite, vous remarquez qu'il y a donc, ces deux termes qui interviennent également au niveau donc, du bilan. Et donc là, ici, compte tenu du fait que j'ai choisi donc, le gaz, bon, déjà, le travail des forces de pression, si je reviens à la définition, eh bien, c'est l'intégrale donc, du volume initial au volume final de moins P extérieur fois dV. Bon. Quand on fait ça, il faut bien garder à l'esprit ce que représente P extérieur. Donc P extérieur, c'est la force par unité de surface qui s'exerce en fait sur notre système. Lorsqu'on va ouvrir donc le robinet, le milieu extérieur, ça va être, bon, certes, le récipient de ce côté-là, mais de l'autre côté, ça va être le vide. Bon, les parois étant indéformables, donc on ne peut pas dire grand-chose ici sur le travail des forces de pression. Par contre, ce qui est intéressant, c'est du point de vue du vide ici. Donc le vide, compte tenu du fait que justement c'est du vide, c'est caractérisé par une pression extérieure ici qui est nulle. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le vide ne va exercer aucune force qui va, entre guillemets, s'opposer à l'expansion donc du gaz dans l'ensemble du récipient disponible. Autrement dit, lorsqu'on va ouvrir le robinet, le travail des forces de pression ici, il va être nul parce que P extérieur est égal à 0, c'est du vide ici. Donc le vide ne va pas exercer de force sur le gaz, et donc le travail des forces de pression est nul. Alors, dans pas mal de livres, en fait, il y a deux approches différentes pour traiter cet exercice-là. La première, c'est celle que j'ai fait ici, à savoir s'intéresser au gaz et justifier le fait que le travail des forces de pression est nul, simplement par le fait que, justement, compte tenu du fait qu'on a du vide dans le récipient de droite, lorsqu'on ouvre le robinet, ce vide n'exerce aucune force sur le gaz. Et donc, le travail des forces de pression est nul. Dans certains bouquins, ils présentent les choses différemment en disant, eh bien, au lieu de s'intéresser donc au gaz, on va s'intéresser donc au gaz dans les deux récipients, qui est ici là. Et donc, compte tenu du fait que le volume en fait, eh bien, de ces deux récipients est fixe, les parois sont rigides, eh bien, donc le travail des forces de pression va être nul puisque, eh bien, justement, les parois sont rigides. Alors, moi, j'aime pas trop cette approche-là, simplement parce que le gaz, il occupe initialement le volume V1. Quand on va ouvrir, eh bien, les molécules de gaz vont se déplacer dans le volume V2, mais à proprement parler, eh bien, le gaz occupera le volume V1 plus V2 que à l'état final de la transformation. Donc, justifier que le travail des forces de pression est nul de cette façon-là, moi, personnellement, j'aime pas trop. Et donc, je vous conseille plutôt de le justifier ainsi en disant que lorsqu'on ouvre le robinet, le vide n'exerce aucune force sur le gaz, et donc la pression extérieure qui représente rien d'autre que la force par unité de surface qui est exercée par le milieu extérieur, entre guillemets ici le vide sur le gaz, eh bien cette pression extérieure, elle est nulle. Mais soyez pas étonnés si dans certains bouquins, on justifie la chose en disant que le volume global du récipient ici, eh bien, donc, est constant, les parois sont indéformables et donc le travail des forces de pression est nul puisque le volume est constant. Moi, je trouve que c'est quand même pas top de justifier ça ainsi puisque le gaz n'occupe le récipient global de volume V1 plus V2 qu'à l'état final. Et donc, je trouve que cette justification-là, elle est quand même plus pertinente. Bien, ça c'est pour le travail des forces de pression. Donc, il y a ensuite
le terme de transfert thermique. Donc, le terme de transfert thermique, lui, il va être nul également. Donc, ce terme de transfert thermique, il est nul pour deux raisons. Hein. Donc, d'une part, eh bien, donc, les parois sont calorifugées ici. Hein. Donc, il n'y a pas d'échange d'énergie sous forme de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, le milieu extérieur, hein, à la vue du système que j'ai choisi, hein, c'est également le vide. Hein. Et donc, il n'y a pas d'échange d'énergie sous forme de chaleur entre le gaz et le vide, parce que justement, c'est du vide. Hein. Et donc, il n'y a rien au niveau donc, de ce récipient-là qui peut mettre en jeu justement ce terme de transfert thermique. Hein. Et donc, on a Q égale 0 pour deux raisons, hein, à savoir, eh bien, paroi calorifugée, hein, d'une part, et en plus, hein, eh bien, donc, on a du vide dans le deuxième récipient, hein, et donc il ne peut pas y avoir d'échange d'énergie sous forme de chaleur entre le gaz ici, hein, et le vide. Et donc, au vu du premier principe, hein, on remarque qu'il reste donc que delta U égale 0 ici. Hein. Et donc, notre détente, elle va être qualifiée hein, d'iso-énergétique. Donc, iso-énergétique, hein, ça veut donc dire que la variation d'énergie interne entre l'instant initial et l'instant final, ici, elle est nulle. Hein. Et donc, remarquez bien hein, que pour arriver à cette conclusion, hein, je n'ai fait aucune hypothèse sur la nature du gaz qui se trouve en fait hein, dans le récipient. Hein. Donc, j'ai simplement parlé de gaz ici. Hein. On va regarder ensuite hein, ce qui se passe dans la suite, hein, suivant qu'on ait un gaz parfait ou un gaz réel. Hein. Mais pour l'instant, hein, on n'a vraiment fait aucune hypothèse hein, sur la nature du gaz qui est mise en jeu ici. Hein. Bien, on vous indiquait ensuite dans la troisième question, donc d'ailleurs là c'est petit a, hop, ça c'était petit b. Donc dans la question petit c ici, donc on vous indiquait qu'on s'intéressait à de l'argon. Hein. Donc l'argon, on vous demandait pourquoi hein, on peut raisonnablement dire que c'est eh bien, donc, un gaz parfait. Donc, je vous rappelle, hein, lorsqu'on a donc, un gaz parfait, on a fait hein, deux idéalisations. On a dit hein, que eh bien, donc, les entités auxquelles on s'intéressait pouvaient être assimilées à des points géométriques. Donc, l'argon, hein, en fait, lui, hein, c'est un élément donc, de la troisième ligne du tableau périodique. Hein. Il est sous forme atomique ici. Hein. Et donc, l'entité à laquelle on va s'intéresser ici, elle ne va pas être si grosse que ça. Et donc, on peut raisonnablement assimiler déjà hein, l'argon hein, eh bien, donc, à une sphère de taille négligeable, hein, autrement dit un point matériel. Hein. Donc, c'est la première idéalisation. Et puis ensuite, hein, la deuxième idéalisation était liée donc, au fait hein, qu'il n'y avait pas d'interaction donc, entre les différentes molécules. Alors ici, hein, c'est un petit peu plus difficile à justifier hein, parce que des interactions de Van der Waals en particulier, hein, il y en a tout le temps. Hein. Bon, toujours est-il que l'argon, en fait, hein, eh bien, compte tenu du fait qu'il appartient à la dernière colonne du tableau périodique, hein, il est stable sous forme atomique, hein, ce qui va déjà hein, limiter pas mal les interactions. Hein. Et donc, à condition que le gaz hein, soit relativement dilué, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de molécules, hein, on peut sans doute dire hein, que, eh bien, on a affaire à un gaz parfait ici. Hein. Bien, on vous demandait hein, de regarder ce qu'il en était donc, pour la température finale hein, de ce gaz. Donc, si l'argon, hein, c'est un gaz parfait, on peut facilement exprimer la variation d'énergie interne. Donc, pour un gaz parfait, hein, je vous rappelle que la variation d'énergie interne, c'est la capacité thermique à volume constant fois la variation de température, delta T. Et donc, compte tenu du fait que la détente est iso-énergétique, vous remarquez que la température finale, ici, hein, va être égale à la température initiale. Ça, ce n'est vrai hein, que parce que hein, le gaz parfait donc, suit la première loi de Joule, à savoir que l'énergie interne ne dépend que de la température. Bon, on va s'intéresser pour finir hein, à
un gaz de Van der Waals. Donc, on va par exemple s'intéresser à du CO2. On vous dit que pour ce CO2, eh bien, donc, on peut utiliser donc, le modèle du gaz de Van der Waals. Donc, je vous rappelle que ce modèle-là, ce n'est qu'un modèle parmi d'autres. Donc, pour le CO2, on peut utiliser par exemple ce modèle pour une certaine gamme de température et de pression. Mais si on sort eh bien, donc, de cette gamme de température et de pression, ce modèle-là, il peut être mis à mal également. Bien. Si vous regardez l'expression de l'énergie interne du gaz de Van der Waals, eh bien, donc, cette énergie interne, en fait, eh bien, c'est une fonction de deux variables. Donc, on avait déjà rencontré ça dans un des exercices. Donc, on est obligé de vous donner l'expression de cette énergie interne. Vous ne pouvez pas la deviner. Donc, c'est petit n fois la capacité thermique molaire à volume constant fois la température. Donc, moins n carré A sur V. Donc, c'est un terme correctif. Et donc, on remarque que, eh bien, ici, on a bien une double dépendance, dépendance vis-à-vis de la température d'une part et du volume d'autre part. Bon, si on veut calculer la variation d'énergie interne, eh bien, donc, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut utiliser donc, le delta U, à savoir le U final moins le U initial, sachant que eh bien, le gaz, à l'état final, il va être à la température TF et il va occuper, attention, volume V1 plus V2. Et à l'état initial, la température, elle vaut T1 et le volume, il vaut V1. Donc là, si on veut exprimer le delta U, il suffit simplement de faire la différence entre le U final et le U initial. Et donc, on a notre delta U qui est égal à petit n fois la capacité thermique molaire fois le delta T, moins n carré A, fois 1 sur V1 plus V2, moins 1 sur V1. Et la particularité, c'est que la détente, elle est isoénergétique, donc on a toujours delta U égale 0, puisqu'on n'avait fait aucune hypothèse ici sur la nature du gaz qui était mise en jeu. Donc vous remarquez que compte tenu du fait qu'on vous donne la variation de température correspondante, ça vous permet d'avoir accès au terme ici, petit a, qui est un terme correctif vis-à-vis du gaz parfait. Donc, c'est égal à rien d'autre que N fois CV molaire fois delta T, divisé par 1 sur cette somme des deux volumes, moins 1 sur V1. Donc, voici pour l'expression de petit a. Il me manque le N carré par contre. Ici. Donc, voici pour l'expression de petit a. Au passage, remarquez que dans l'application numérique, le delta T que l'on vous donne, il est quand même relativement faible. Donc, on a une variation de température de l'ordre de 5 degrés, donc 5,4 Kelvin. Donc, on a cette variation de température qui est nulle ici, si on a un gaz parfait. Pour un gaz réel, elle est relativement faible, mais c'est normal, puisque le terme correctif qui est ici, il est relativement faible. Bien, si on fait l'application numérique, on trouve 1,296. Et donc, en termes d'unité, eh bien, donc, vous remarquez que eh bien, le delta U, c'est une énergie, ça s'exprime en joules. Et donc, le terme petit a qui est ici s'obtient par analyse dimensionnelle. Donc, si on divise par n carré et qu'on multiplie par le volume, eh bien, ça nous donne la dimension de petit a. Donc, en joules, mètre cube, mol moins 2. Donc là, attention, j'ai fait l'application numérique dans le système SI. Et donc, l'unité SI de volume, c'est le mètre cube. Donc là, j'ai bien pris les volumes en mètre cube, puisque c'est l'unité SI de volume ici. Bien, donc voici pour cette détente de Joule-Gay-Lussac. Donc, cette première partie ici
Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir refaire hein, très très rapidement parce que c'est vraiment l'exercice type classique. Hein. Donc, en général, au niveau de l'exercice d'oral, hein, il y a une dernière partie hein, sur cette détente de Joule-Gay-Lussac. Hein. On vous demande si la détente elle est réversible ou pas. Donc, dans les deux cas de figure, en fait, hein, dans le cas du gaz parfait, dans le cas du gaz de Van der Waals. Donc, cette petite partie supplémentaire, hein, on la fera dans le chapitre qui suit hein, sur le second principe. Mais ça, c'est un exercice d'oral hein, qui revient tout le temps, hein, cette détente de Joule-Gay-Lussac. Hein. Donc, détente de Joule-Gay-Lussac, détente isoénergétique. Hein, on s'intéresse à un gaz réel, un gaz parfait. Quand on s'intéresse à un gaz réel, peu importe le gaz auquel on s'intéresse, hein, ça peut être un gaz de Van der Waals ou un autre modèle, hein, mais l'approche, hein, c'est un peu toujours la même. Hein. Donc, il reste une dernière petite question hein, qu'on fera dans le chapitre qui suit, où on illustrera le cours avec. Hein. Mais ça, c'est vraiment hein, l'exercice classique type, hein, la détente de Joule-Gay-Lussac. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir refaire très rapidement. Hein. Donc, c'est vraiment classique de chez classique, hein, cet exercice. Hein. Monsieur, Oui. je voulais savoir, est-ce que vous avez une technique pour calculer le travail des forces de pression quand on a du coup le volume et, euh, et du coup c'était la pression qui varie? Alors bah oui, donc hein, on va voir justement c'est le cas donc de la deuxième partie de l'exercice là dans le cas de la détente isotherme. Hein, si on veut avoir accès au travail des forces de pression, hein, soit il y a deux façons de procéder en fait. Hein. Donc soit on a un diagramme de Clapeyron et donc l'allure donc de la transformation dans le diagramme de Clapeyron. Et si ça s'y prête, on peut calculer l'air sous la courbe directement en utilisant l'air d'un triangle, d'un rectangle, d'un carré, etc. Donc ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième façon de procéder, hein, c'est un calcul d'intégrale classique. C'est ce qu'on va faire dans la partie petit 2 de l'exercice. Il faut calculer l'intégrale de moins P extérieur dV. En regardant P extérieur, à quoi c'est égal. Est-ce que c'est vraiment du P extérieur? Est-ce que c'est du P si la transformation elle est infiniment lente? Et si c'est du P, on utilise l'équation d'état donc du gaz qui est mise en jeu pour se ramener là, à une intégrale où une seule variable en fait intervient parce que c'est le cas dans le travail des forces de pression. À partir du moment où on utilise l'équation d'état, hein, on n'a qu'une seule variable qui intervient dans l'intégrale et à ce moment-là, on peut intégrer. Donc, deux approches différentes. Soit on utilise le diagramme de Clapeyron et on calcule l'air sous la courbe si ça s'y prête, mais il faut pour ça avoir le diagramme de Clapeyron et que l'air sous la courbe corresponde à une forme géométrique simple. Soit il faut calculer l'intégrale. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire hein, et bien, donc, dans la deuxième partie tout de suite. Là. Et du coup c'est pareil si on a volume et température qui changent, on fait pareil? Alors, disons oui. Hein. Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que quoi qu'il arrive, hein, le travail des forces de pression, hein, on va le réécrire hein, juste au début là, c'est eh bien donc l'intégrale de moins P extérieur fois dV. Et après, hein, l'idée c'est de se débarrasser entre guillemets du P extérieur pour pouvoir intégrer par rapport au volume, hein, parce que la variable d'intégration, hein, c'est justement le volume dans l'intégrale de moins PdV. Donc, l'équation d'état hein, nous permet de relier l'ensemble. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait toutes les variables qui bougent en même temps, à savoir la pression, le volume et la température, parce que sinon, hein, effectivement, on est bien embêté donc, pour intégrer. Mais disons, sur les modèles de transformation usuels qu'on a utilisés, hein, donc transformation isobar, monobar, isotherme, et puis qu'est-ce que j'ai oublié, isocore. Hein. Bon, le problème ne se pose pas puisqu'on a soit la pression, soit la température, soit le volume qui est constant. Donc le travail des forces de pression, lui, il n'y a aucune difficulté pour le calculer. La seule transformation modèle qu'on a utilisée dans lequel on a à la fois la pression, le volume et la température qui varient, c'est la transformation adiabatique. Mais bon, là, encore une fois, ça ne pose pas de souci de calculer le travail des forces de pression, puisque vu que la transformation elle est adiabatique, on a Q égale 0. Et donc, dans ce cas de figure particulier, ce travail des forces de pression, on y a accès grâce à delta U égale W, hein, puisque le terme de transfert thermique, lui, il est nul. Donc, dans les transformations usuelles, j'ai envie de dire, ça ne pose aucun souci d'avoir accès au travail des forces de pression. Là où c'est plus problématique, hein,
c'est effectivement si on a une transformation quelconque dans laquelle toutes les variables varient en même temps. Alors là, on est bien embêté pour calculer, hein, mais disons, on va dire que 99% des exercices se ramèneront à des transformations usuelles, donc il n'y aura pas de souci pour intégrer. D'accord, ok. Bien. Alors, dans la partie petit 2, eh bien, on va s'intéresser donc à une mole de gaz. Donc là, attention, on va passer donc d'un volume V1 cette fois-ci à un volume V2. Donc dans la partie 1, on passait du volume V1 à un volume V1 plus V2. Donc là, si on relit bien ici, c'est plus le cas puisque on a donc ici un état initial. Donc on a un état initial pour notre système. Avec donc un volume V1, une température T1, une pression qui est notée PI. Et puis ici, on a une transformation isotherme. Donc, je vous rappelle, une transformation isotherme, c'est une transformation qui est infiniment lente. À chaque instant de la transformation, eh bien, on va avoir donc, la température du système qui est constante. Par contre, le volume et la pression ici vont varier. Bien, donc là, l'idée, déjà, c'était de calculer les pressions initiales et les pressions finales pour deux gaz, pour le gaz parfait et pour le gaz de Van der Waals. Donc, quand on s'intéresse à l'argon dans la partie précédente, on a dit qu'on pouvait raisonnablement l'assimiler à un gaz parfait. Donc, quand on fait l'application numérique, on trouve une pression initiale ici de 2,0 bar et la pression finale de 1,0 bar. On vous demandait également de faire les applications numériques pour le CO2, qui est un gaz de Van der Waals. Monsieur, moi Oui. je trouve 20 bars. Moi, j'avais 2 aussi. Non, c'est 2. J'avais 2 aussi. J'avais 2. Alors attention au niveau des différentes données. Donc la température, elle est en Kelvin. Le volume, lui, doit être en mètres cubes. Donc, est-ce que tu t'es pas loupé d'un facteur 10 là au niveau du volume simplement parce que je suis en train de vérifier, mais non, c'est bien ça. Je viens de revérifier, oui, ça fait bien 2. Ouais, c'est bien 2 bars. Donc, attention, c'est au niveau du volume, je pense, où tu as dû te louper. De toute façon, il y a un moyen assez simple de vérifier, c'est de comparer les pressions initiales et les pressions finales pour les deux gaz. Donc, pour ceux qui ne voient pas bien, pour le gaz de Van der Waals, ici, comment on a accès à la pression. Donc, déjà, première chose, il faut tout diviser par V moins NB. Et après, on retranche la quantité, et bien, donc, N carré A sur V carré. Donc, pour le gaz de Van der Waals, la pression, elle prend cette formulation-là. Ce qui permet d'avoir accès à la pression initiale et à la pression finale, puisque on connaît tout le reste. Donc, pour le gaz de Van der Waals, on trouve pour la pression initiale 1,9 bar. Et pour la pression finale, on trouve 1 bar. Et donc, remarquez que les valeurs eh bien, sont relativement proches de celles du gaz parfait. Alors ça, c'est tout à fait logique, puisque je vous rappelle, dans le gaz de Van der Waals, on rajoute des termes correctifs pour pallier à l'idéalisation en fait, du gaz parfait. Mais ces termes correctifs, ce sont des termes qui sont faiblement correctifs. Et donc, c'est normal qu'on trouve des pressions qui sont relativement proches de celles du gaz parfait. Et même, j'irai plus loin, on avait dit qu'à partir du moment où on travaille à des pressions faibles, donc qui sont inférieures, on avait dit à 1 bar, eh bien, la plupart des gaz se comportent comme des gaz parfaits.
Donc, remarquez bien que bon, la pression initiale vaut quasiment la même valeur, avec 2 chiffres significatifs pour les 2 gaz. Mais quand on passe à 1 bar, on ne distingue plus en fait l'argon, gaz parfait, du CO2 dans le cadre du gaz de Van der Waals. C'est simplement parce que on passe dans cette gamme des faibles pressions ici, où eh bien, tous les gaz se comportent quasiment comme des gaz parfaits ici. Bien, on vous demandait ensuite de calculer donc, le travail des forces de pression pour eh bien, donc, ces 2 gaz. Donc, je vais commencer par l'argon qui est un gaz parfait. Bon, bah là, c'est une question de cours. Donc, il faut juste faire attention au fait que, eh bien, quand on calcule le travail des forces de pression ici, c'est l'intégrale de moins P extérieur dV, mais comme la transformation elle est isotherme, elle est infiniment lente, et donc à chaque instant, la pression du système doit être égale à la pression extérieure. Et donc là, on est typiquement dans le type d'exercice que j'évoquais, donc à savoir, eh bien, il y a 2 approches différentes. Je vous avais dit, soit on vous décrit le dispositif expérimental et c'est à vous de trouver les caractéristiques de la transformation. Donc, en gros, c'était la première partie du TD où vous aviez le dispositif et donc on est arrivé à la conclusion que la détente elle était isoénergétique. Soit on ne vous dit rien sur le dispositif, c'est par exemple la deuxième partie, et on vous dit le système subit une transformation isotherme. Alors, on ne vous dit pas de quelle manière on s'y prend pour que la transformation elle soit isotherme, mais à ce moment-là, c'est à vous de faire les approximations donc, dans les calculs qui permettent de coller à ce type de transformation. Donc là, en l'occurrence, dans une transformation isotherme, on a une transformation qui est infiniment lente, qui permet donc à chaque instant à la pression de notre système d'être égale à la pression extérieure. Après, comment on s'y prend pour avoir cette transformation, on ne vous le décrit pas ici, mais ce n'est pas très très grave. Bien, donc le travail des forces de pression, c'est donc l'intégrale de moins P dV, en fin de compte, ici. Et donc, ce travail des forces de pression, ça va donc être égal à moins nRT1 sur V fois dV. Donc là, surtout, je vous avais dit qu'on avait fait le cours la semaine dernière, il ne faut surtout pas sortir le P de l'intégrale ici, puisque notre transformation, ici, elle est isotherme. Et donc, vu qu'elle est isotherme, cette pression, elle varie au cours de la transformation. Donc, il faut bien se ramener à des termes qui ne dépendent que du volume pour l'intégration pour pouvoir traduire ça correctement. La transformation étant isotherme, la température elle est constante. Donc ça, ce terme nRT1, c'est un terme qu'on peut sortir de l'intégrale. Et puis ensuite, il suffit de primitiver 1 sur V, donc c'est ln de V. Et on prend les 2 bornes d'intégration pour avoir le travail des forces de pression ici. Ce travail des forces de pression, c'est égal à l'opposé ici du terme de transfert thermique. Donc ça, je vous rappelle, c'est simplement lié au fait qu'on a un gaz parfait. Donc un gaz parfait suit la première loi de Joule. Et donc pour le gaz parfait, on a ΔU égale 0. Et donc le travail des forces de pression est égal directement au terme de transfert thermique. Bien. Et donc, pour revenir sur la question d'Alban de tout à l'heure, quand vous avez à calculer le travail des forces de pression, si vous n'avez pas un diagramme de Clapeyron avec la transformation qui apparaît clairement sur ce diagramme, vous n'avez pas trop le choix. C'est comme ça qu'il faut procéder. Revenir à la définition et après se demander à quoi est égale la pression extérieure pour utiliser l'équation d'état, ici en l'occurrence, et se ramener à ce calcul d'intégrale, ce qu'on va refaire pour le deuxième gaz. Monsieur? Oui. Pourquoi ΔU égale à 0 pour un gaz parfait, obligatoirement? Alors, parce que ΔU pour le gaz parfait, c'est CV ΔT. Donc, cette formule, elle est toujours valable, quelle que soit oui. la transformation qui est mise en jeu. Comme ici, c'est isotherme, T final égale T initial. Ok, merci. Excusez-moi. Gardez à l'esprit que pour avoir accès au terme de transfert thermique, lorsque
on veut avoir accès à ce terme Q ici, hein. La seule façon d'y avoir accès, hein, c'est de calculer le travail des forces de pression, donc par le calcul de l'intégrale, d'exprimer le delta U. Donc là, il faut regarder le type de système auquel on a affaire, hein. Mais pour le gaz parfait, c'est du CV delta T. Et après, on en déduit à l'aide du premier principe le terme de transfert thermique. Donc, delta U, CV delta T, toujours vrai pour le gaz parfait. Bien, pour le gaz de Van der Waals, donc on va reprendre à la même démarche, à savoir hein, le travail des forces de pression, hein, ça va être l'intégrale de V1 à V2 de moins P extérieur fois dV. Et comme la transformation elle est isotherme, hein, elle est infiniment lente, et donc ça va être l'intégrale de moins P dV. Bon, là la remarque, hein, c'est la même que pour le gaz parfait. Hein. Le terme de pression, lui, hein, il va varier. Hein. Donc on est obligé de reprendre hein, l'équation d'état pour avoir accès donc, au terme PDV. Hein. Donc l'équation d'état nous a permis, donc, dans la question petit a ici, d'extraire hein, la pression. Et donc cette fois-ci, il va falloir hein, eh bien, intégrer hein, eh bien, la relation qui est ici et qui est donnée par eh bien, justement hein, cette équation d'état. Donc là, on remarque que ça va être un tout petit peu plus compliqué puisqu'il va y avoir deux termes hein, dans l'intégrale. Donc ça va être l'intégrale ici hein, de V1 à V2, donc de moins nRT1 sur V moins NB fois dV. C'est le premier terme. Et ensuite, plus l'intégrale de n carré A sur V carré. C'est pas un moins? Alors, non, attention, hein, il y a un moins ici, hein, c'est intégrale de En moins effet, PDV. ouais. Et donc, moins, ça donne bien plus. Hein. Et donc, entre V1 et V2. Bon. Au niveau de l'intégrale, hein, bah, ce n'est pas très compliqué, hein, puisque ici, hein, le terme nRT1, bah, ça c'est une constante, donc on peut le sortir de l'intégrale. Et il faut que je primitive à 1 sur U par rapport à V. Hein, donc ça nous donne ln de U sur U', hein, sachant que le U' est égal à 1, hein, puisqu'il n'y a pas de coefficient ici devant le V. Hein. Donc ce premier terme ici, hein, pas de grosse difficulté pour l'intégrer. Donc ça nous donne ici hein, moins nRT1 ln donc de V2 moins NB sur V1 moins NB. Le deuxième terme, eh bien, le n carré A, ça c'est une constante, on peut le sortir hein, de l'intégrale. Il faut donc primitiver 1 sur V carré par rapport à V, donc c'est moins 1 sur V, hein, la primitive. D'où ici hein, le terme d'intégrale en tenant compte hein, du volume initial et du volume final. Donc voici pour le travail des forces de pression. Bien. On a le travail des forces de pression qu'on a calculé, hein, comme toujours, par l'expression générale, hein, l'intégrale de moins P extérieur fois dV. Si on veut avoir accès au terme de transfert thermique, bon, là, on n'a pas trop le choix. Hein, il va falloir appliquer le premier principe, puisqu'on a dit hein, que le seul moyen d'avoir accès au terme de transfert thermique, c'est l'application du premier principe. Et donc, il faut avoir accès hein, au terme de variation d'énergie interne. Vu que c'est un gaz de Van der Waals, eh bien, donc, la variation d'énergie interne, c'est U final moins U initial. Donc là, attention, hein, la température finale, c'est la même que la température initiale, vu que la transformation, elle est isotherme. Hein. Par contre, le volume, hein, eh bien, donc, il va passer hein, d'une valeur V1 à une valeur V2. Donc la température, elle, par contre, hein, elle reste constante. Donc là, il suffit de reprendre en fait hein, l'expression hein, de l'énergie interne qui vous était donnée dans l'énoncé, hein, ce qui nous permet d'avoir accès hein, à ce terme de variation d'énergie interne.
c'est le delta U. Connaissant donc le travail et le delta U, on applique le premier principe pour avoir accès au terme de transfert thermique. Plus beaucoup de place, mais hop, je vais le noter là. Donc on a le terme de transfert thermique, Q, qui est égal à delta U moins WP. Donc il suffit de faire la différence entre les deux termes précédents. Bien, donc voici pour ce petit calcul. Donc ça, c'est vraiment assez classique. Tout ce que je vous ai proposé ici, il faut, voilà, c'est le type de petit calcul qu'il faut savoir faire. Donc bon, ça reste raisonnable d'un point de vue calculatoire. Donc c'est quand même bien moins compliqué que tout ce qu'on a fait en électricité ou en mécanique, par exemple. Donc les calculs, disons les pires que vous êtes susceptibles de rencontrer. En gros, c'est le calcul qu'on vient de faire ici, en calculant le travail des forces de pression dans le cadre de la transformation isotherme d'un gaz réel, type Van der Waals par exemple. Mais vous remarquez que malgré tout, ça reste quand même très raisonnable. Donc, cette thermo-là, c'est vraiment quelque chose de assez abordable. Donc, il faut juste faire attention donc, aux différents modèles de transformation qu'on utilise. Mais après, on tourne un peu toujours autour de la même chose. Messieurs, vous avez fait... Enfin, je ne comprends pas bien ce qu'il y a eu avec le delta U tout à la fin. Là, alors le delta U, donc, je vous rappelle, il était donné. J'ai changé de fenêtre là. Hop, donc, je suis repassé sur l'énoncé. C'est bon, vous avez bien l'énoncé en partage là? Oui. Okay. Donc, quand vous reprenez en fait l'énoncé, donc au niveau du gaz de Van der Waals, ici, on vous donnait donc l'expression de l'énergie interne associée à un gaz de Van der Waals. Donc, gardez bien à l'esprit que l'énergie interne, eh bien, elle suit la première loi de Joule là, dans le cadre en fait du gaz parfait. Après, si on a un gaz réel, de même qu'on doit vous donner donc l'équation d'état du gaz réel, donc en l'occurrence, eh bien, donc, cette formule qui permet donc de relier pression, volume et température dans le cadre du gaz de Van der Waals. Ça, c'est une formule qui n'est pas à connaître, on vous la donnera, simplement parce que je vous ai dit, il n'existe pas une équation d'état de gaz réel, mais il en existe des dizaines, donc vous ne pouvez pas deviner celle qui est adaptée. Donc l'équation d'état du gaz de Van der Waals, on doit vous la donner. Pour l'énergie interne, c'est la même chose. Donc, à partir du moment où on a un gaz réel, l'énergie interne dépend de deux variables d'état, température et volume en général. Et donc, on est obligé de vous donner le terme supplémentaire ici qui traduit la dépendance vis-à-vis du volume. Et donc là, ce que j'ai fait pour exprimer la variation d'énergie interne, c'est que j'ai repris simplement cette énergie interne du gaz de Van der Waals en faisant U final moins U initial, sachant qu'à l'état initial et à l'état final, la température, c'est la même. Par contre, le volume, il a varié. J'ai simplement réutilisé la formule qui est ici. Là. D'accord, ok. Bien. D'autres questions là-dessus? Monsieur, oui. Dans le calcul de oméga P, je crois que vous avez oublié un facteur un tiers. Alors, hop. Donc là, hop, j'ai remis donc, le tableau. OK. Où c'est que j'ai oublié le facteur un tiers? Quand primitive V carré, oui. Moi, il y a un tiers qui sort. Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Ouais, parce que là, c'est même pas une. Ah, j'ai rien dit. OK. Bon, j'ai oublié la question. D'autres questions là-dessus? Non? Alors, on va pour le coup repasser au niveau donc, du cours. Alors, hop, ça, je vais enregistrer.
cours. Le cours, il est où? Bon, c'est pas grave, je vais démarrer un nouveau diapo. Hop. Donc, au niveau du cours, hein, ce qui restait à faire, alors pourquoi ça n'ouvre pas le truc? Alors, au niveau donc, du cours, je disais donc ce qui me restait à faire donc, sur le premier principe, hein, c'est à regarder donc, eh bien, comment s'écrivait donc, le premier principe hein, pour des transformations particulières. Hein. Donc, c'était donc, les transformations isobar et monobar. Alors, l'intérêt, en fait, hein, c'est lié au fait que, eh bien, donc, on va avoir la variation d'enthalpie, en fait, hein, qui va s'écrire hein, d'une manière particulière lorsque, eh bien, donc, Monsieur, vous avez affiché quelque chose là ou... Alors, bah, il me semblait, mais justement, j'étais en train de vérifier. Alors, pourquoi? Alors, attendez une seconde. Il faut que je fasse différemment. OK. Voilà, donc c'est bon, j'ai récupéré le cours de la semaine dernière. Donc, je disais donc, là, c'est bon, vous avez en partage Non. j'ai remis le... Non, vous n'avez pas? Alors, pourquoi ça ne me le met pas? Partage. Alors, je recommence. Hop. Là, a priori, Là, c'est bon, nickel. OK. Alors, oui, je disais donc, ce qui reste à faire hein, sur ce cours-là, c'est réécrire le premier principe pour des transformations particulières, que sont les transformations donc, monobar et isobar. En fait, hein, ça, c'est lié au fait qu'on a introduit une nouvelle fonction d'état. Hein, donc, c'est l'enthalpie. Elle est notée grand H, hein, c'est une grandeur énergétique. Et donc, on va voir que l'intérêt, hein, c'est que pour des transformations monobar et isobar, le premier principe hein, va prendre une forme particulièrement simple et intéressante pour nous, hein, liée au fait que bah, pour des systèmes particuliers, à savoir eh bien, donc, des gaz parfaits, des phases condensées idéales, et surtout eh bien, donc, pour des changements d'état, on va pouvoir très facilement en fait, exprimer hein, eh bien, la variation d'enthalpie hein, eh bien, de ces systèmes particuliers. Donc, je vous rappelle, l'enthalpie, on avait défini hein, ça comme la somme en fait, de deux termes. Hein. Le terme en fait, d'énergie interne plus le terme supplémentaire PV. Et ce qu'on avait dit, hein, c'est que bah, si on veut avoir accès hein, eh bien, à la variation d'enthalpie, hein, bah, on ne fait rien d'autre que U final moins U initial. Et donc, ce qu'on avait fait, hein, c'était qu'on avait donc, déjà regardé hein, ce qu'il en était hein, pour le cas donc, du gaz parfait. Hein. On avait dit que le gaz parfait hein, eh bien, donc, ne dépendait hein, que de la température. C'est ce qu'on appelait hein, la deuxième loi de Joule. Et ça nous avait permis d'introduire une nouvelle capacité thermique. Hein, c'était la capacité thermique à pression constante, CP, hein, de telle manière à ce que la variation d'enthalpie hein, pour le gaz parfait hein, est égale à CP delta T. Et donc là, je vous avais dit attention, hein, de même en fait hein, que delta U égale CV delta T hein, pour n'importe quelle transformation, hein, et bien donc delta H égale CP delta T. Hein, ça, c'est valable pour n'importe quel type de transformation. Et donc, quand on aura besoin, hein, dans le premier principe, hein, eh bien, d'exprimer la variation d'enthalpie hein, pour une transformation
isotherme, isobar, adiabatique ou autre chose, hein, eh bien, donc c'est cette formule-là hein, qu'il faudra utiliser, à savoir que delta H c'est égal à Cp delta T hein, pour eh bien, donc, le gaz parfait. Bien. Il reste à regarder à ce qu'il en est donc, pour eh bien, d'autres systèmes usuels. Donc, les autres systèmes usuels, hein, eh bien, c'est bien évidemment pour commencer hein, la phase condensée idéale. Hein, donc, petit b, hein, variation d'enthalpie hein, d'une phase condensée idéale. Donc, pour la phase condensée idéale, hein, bah, la variation d'enthalpie, elle est simple hein, à retenir. Le delta H, ça va être égal à C delta T, qui est égal à delta U. Le C, je vous rappelle ici, hein, c'est la capacité thermique de la phase condensée idéale. Donc la phase condensée idéale, hein, je vous rappelle, je la note PCI ici, hein, phase condensée idéale. Hein. Donc dans une telle phase, en fait, hein, eh bien, donc, on a le volume de la phase condensée qui est constante. Donc ça, c'est lié au fait hein, que la phase elle est incompressible et indilatable. Hein. Et donc le fait que delta U soit égal à delta H, eh ben, c'est simplement lié hein, au fait que l'enthalpie, je vous rappelle, hein, c'est égal ici hein, à l'énergie interne plus le produit PV. Hein. Et comme eh bien, la phase condensée idéale, hein, eh bien, elle est incompressible et indilatable, hein, elle est très peu sensible hein, aux variations de pression et aux variations de volume. Hein. Et donc, le terme PV ici, hein, qui permet de relier l'énergie interne à l'enthalpie, hein, bah, sa variation sera nulle. C'est la raison pour laquelle hein, on a le delta H qui est égal au delta U pour la phase condensée idéale. Et surtout, hein, c'est lié au fait que lorsqu'on avait introduit la variation d'énergie interne d'une phase condensée idéale, hein, dans le premier chapitre de thermo, on avait dit qu'on parlait simplement de capacité thermique. Il n'y avait pas besoin de rajouter un petit indice ici, hein, comme dans le cas du gaz parfait. C'est simplement lié au fait que ce terme de capacité thermique, hein, eh bien, donc, c'est le coefficient qui permet de relier la variation de température au terme énergétique correspondant. Et comme ici, hein, eh bien, parler de variation d'enthalpie ou de variation d'énergie interne, ça revient au même, hein, pour une phase condensée idéale, eh bien, hein, ça ne sert à rien d'introduire plusieurs capacités thermiques différentes. C'est la même, on n'en introduit qu'une ici hein, pour eh bien, cette phase condensée idéale. Donc ça, hein, c'est une formule à connaître également, hein, puisque c'est ce qui nous permet de calculer la variation d'enthalpie hein, pour cette phase condensée idéale hein, dans le cadre eh bien, justement hein, des transformations hein, particulières qui vont nous être utiles là, pour la reformulation du premier principe. Mais gardez bien à l'esprit hein, que cette formule, hein, elle est valable tout le temps. Hein. Le dernier type de système hein, auquel on va s'intéresser, hein, eh bien, donc, ce sont les systèmes hein, qui vont subir des changements d'état. Hein. Donc, si vous regardez un petit peu et que vous repensez un petit peu à ce qu'on a fait hein, dans ce début de chapitre ici, hein, à aucun moment, hein, pour l'instant, on s'est intéressé en fait à des changements d'état. Bon, ça, c'est lié au fait hein, qu'un changement d'état, hein, pour mémoire, eh bien, se fait à température et pression constante. Donc ça, on l'avait dit hein, dans le premier chapitre. Et donc, pour un changement d'état, on peut introduire une variation d'enthalpie. Hein,
Et cette variation d'enthalpie, on l'appelle en général simplement enthalpie de changement d'état. Mais là, il faut faire attention. Même si on appelle ça enthalpie de changement d'état, c'est bien une variation d'enthalpie. Il ne faut pas se laisser berner par le terme. C'est bien une variation d'enthalpie. Quelques remarques. Vous remarquez ici que je n'ai pas donné d'expression, de formule pour avoir accès à cette enthalpie de changement d'état. Alors, la raison, elle est simple, c'est que en fait, les enthalpies de changement d'état, ce sont des grandeurs tabulées. Donc, ce sont des grandeurs ici tabulées. Autrement dit, si vous vous intéressez à un système donné, pour ce système particulier, on aura une valeur particulière ici pour cette enthalpie de changement d'état. Donc, si vous prenez par exemple l'enthalpie de fusion de la glace, alors cette enthalpie de fusion de la glace, c'est bien évidemment à 0 degré Celsius et sous pression atmosphérique. Donc, si vous vous placez dans une autre gamme de température ou de pression, ça changera. Dans cette enthalpie de changement d'état, ce delta H, sera, alors, à proprement parler, hop, il faut juste que je change un petit peu la notation ici. On a le delta petit h qui sera égal à 3,3 fois 10 puissance 5 joules kilogramme moins 1. Alors, remarquez bien que ici, ce que j'ai donné, en fait, c'est pas l'enthalpie à proprement parler de fusion de la glace, mais c'est l'enthalpie massique. Simplement, la plupart du temps, ça va être la deuxième remarque que l'on va faire, la grandeur qui est tabulée, elle est ramenée à une unité de masse, en fait. Et donc, c'est l'enthalpie massique de changement d'état ici qui est donnée. Et donc, remarquez bien en particulier qu'au niveau de la notation, c'est un petit h ici qui apparaît, puisque c'est une grandeur massique. Donc, c'est une grandeur massique en général qui correspond à la grandeur tabulée ici. Si on donne un deuxième exemple, donc on peut donner par exemple
l'enthalpie de fusion du phosphore. Donc, ce ne sont pas des grandeurs à connaître, on vous les donnera. Donc, ici, cette enthalpie de fusion du phosphore, eh bien, donc, elle vous est donnée, par exemple, à 44 degrés Celsius, sous pression atmosphérique. Et donc, dans ce cas particulier, on a le delta petit h qui est égal à 2,0 fois 10 puissance 4 joules, kilogramme moins 1. Et donc là, encore une fois, c'est une grandeur massique qui est donnée. Et donc, c'est l'objet de la deuxième remarque. Donc, en général, la grandeur tabulée c'est l'enthalpie massique de changement d'état. Delta petit h. Donc, je vous rappelle, en termes de notation, ça c'est standardisé. Donc, grand H, c'est une énergie, c'est en joules. Si on s'intéresse à la grandeur massique associée, c'est un petit h. Et donc, c'est une énergie massique, cette fois-ci en joules kilogramme moins 1. Une dernière remarque. On donne un autre nom à cette enthalpie massique de changement d'état. Donc, l'enthalpie massique de changement d'état, on appelle ça également la chaleur latente de changement d'état. Donc, l'enthalpie massique de changement d'état. Le terme, il faut le connaître. Et donc, cette chaleur latente de changement d'état, la plupart du temps, elle est notée petit l. Alors, parfois, elle est notée aussi grand L. Alors, c'est moins bien parce que les grandeurs massiques, on avait dit que c'était noté en minuscule. Donc, cette chaleur latente, elle est notée L. Après, petit l, grand L. Tout dépend si les notations elles sont bien respectées. Mais soyez pas étonnés par cette notation petit l. Mais ce petit l, attention, c'est notre delta H. Donc là, il ne faut vraiment pas se laisser abuser par tous ces termes de vocabulaire, à savoir enthalpie massique de changement d'état. Donc c'est bien une variation d'enthalpie dont il s'agit. Et de même pour la chaleur latente de changement d'état, c'est bien une variation d'enthalpie, massique, mais une variation d'enthalpie à laquelle on s'intéresse. Et donc pour la chaleur latente, vous verrez au niveau de l'une des applications, là, je ne sais plus laquelle, je crois que j'ai utilisé une notation en grand L pour parler de chaleur latente, mais ça reste malgré tout une grandeur massique, cette chaleur latente ici de changement d'état ici. Bien, il y a une dernière remarque à faire. Donc pour cela, je vais juste vous remettre un petit instant un petit diagramme qu'on avait fait précédemment. Alors il faut juste que je le retrouve.
Bien. Quand on avait fait ce diagramme-là relatif au changement d'état, donc on avait donc, les 3 états de la matière. C'est bon, vous avez bien le diagramme là? Oui, Solide, liquide, gaz. Ouais. Donc là, on avait rappelé donc, le nom en fait des différentes transformations donc, liées à ce changement de phase. Et donc, je vous avais fait noter ici de 2 couleurs différentes ces changements d'état. Et puis, je vous avais dit, attention, on reviendra et on expliquera pourquoi j'ai regroupé en quelque sorte ces 3 changements d'état particuliers, la fusion, la vaporisation. Et puis, je vous avais dit, attention, je ne vais pas prendre la condensation, mais je vais prendre la sublimation en fait. Donc fusion, vaporisation, sublimation. Et j'avais regroupé ces 3 changements d'état particuliers ici, d'une couleur et puis les 3 autres de l'autre couleur. Alors la raison, elle est liée justement à ces enthalpies massiques de changement d'état. Quand on s'intéresse à de la fusion, de la vaporisation ou de la sublimation, eh bien, les enthalpies de changement d'état correspondantes vont être positives. Alors que si on s'intéresse à la solidification, à la liquéfaction ou à la condensation, en fait, les enthalpies de changement d'état vont être négatives. Avec en plus la particularité suivante, donc je vous ai donné par exemple juste avant l'enthalpie massique de fusion de la glace. Donc, si vous vous intéressez à l'enthalpie massique de solidification de la glace, eh bien, en valeur absolue, c'est la même valeur que pour la fusion. Seul le signe va changer en fait. Donc là, on a 3 changements d'état qui sont caractérisés par des chaleurs latentes qui sont positives. On parlera de changement d'état endothermique. Donc, c'est la fusion, la vaporisation, la sublimation. Autrement dit, lors du changement d'état, la grandeur énergétique étant positive, le système va recevoir effectivement de l'énergie de la part du milieu extérieur. La solidification, la liquéfaction, la condensation sont par contre caractérisées par des chaleurs latentes qui sont négatives. Et donc, lors du changement d'état, le système va en fait fournir de l'énergie au milieu extérieur. Donc, ce petit code couleur que j'avais introduit sur le premier principe, c'est à ce niveau-là que ça prend tout son intérêt. Gardez à l'esprit que on tourne dans ce sens-là pour les 2 premiers, fusion, vaporisation, mais ensuite, lorsqu'on s'intéresse à cet équilibre solide-gaz, il faut s'intéresser à la sublimation pour avoir le même signe pour la grandeur énergétique correspondante ici. Bien, je repasse sur le tableau blanc. Le tableau blanc, il est là. Hop. Et donc, on termine sur cette dernière remarque. On a donc delta H fusion qui est positif, delta H vaporisation qui est positif également, et delta H sublimation positif. Donc, ces changements d'état-là sont endothermiques. Il faut connaître le terme également, endothermique. Donc, au cours du changement d'état, le système il va recevoir de l'énergie de la part du milieu extérieur.
Et on terminera avec la deuxième remarque que j'avais fait. Hein. Bon, bah, les 3 autres changements sont négatifs. Hein. Alors bon, ça, hein, soit, mais surtout, hein, on a delta H solidification qui est égal à moins delta H fusion. Hein. Et puis, bien évidemment, hein, on a quelque chose d'analogue hein, pour les 2 autres changements d'état, hein, à savoir hein, delta H liquéfaction est égal à moins delta H vaporisation. Hein, négatif. Et pareil hein, pour delta H condensation. Hein, et donc ces 3 changements d'état-là, hein, on les qualifie, alors j'ai plus beaucoup de place, hein, je termine là quand même, d'exothermique en fait. Hein. Donc exothermique, hein, vu que les variations d'enthalpie correspondantes sont négatives, hein, ça signifie que en fait, ils vont fournir, hein, eux, de l'énergie hein, au milieu extérieur. Bien, des questions là-dessus? Alors, on peut se demander hein, à quoi ça sert hein, d'introduire hein, cette nouvelle fonction d'état hein, qui est l'enthalpie. Hein. Donc, tout l'intérêt, en fait, réside ici dans la réécriture du premier principe. Alors, pas pour toutes les transformations, hein, mais simplement hein, pour certaines transformations. Hein, ce sont donc les transformations hein, qui sont donc isobars ou monobars ici. Alors, pour comprendre l'intérêt, hein, je réécris ici hein, le premier principe sous sa forme générale. Hein. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, hein, c'est le travail des forces de pression, hein, ici, hein, pour une transformation en fait à isobar ou monobar. Donc là, hein, on va eh bien, donc, s'intéresser donc, à cette transformation particulière. À savoir, hein, dans l'état initial, hein, on a donc PI, VI, TI. Et dans l'état final, on a PF, VF, TF. Bien. On va supposer hein, que la transformation, elle est soit isobar, et à ce moment-là, hein, on a PI égale PF, égale constante, hein,
à chaque instant de la transformation ici. Si on a une transformation par contre monobar, on va avoir un P extérieur qui va être égal à une constante. Et il faut en plus, au niveau de PI et PF, qu'on ait une particularité. Si on veut pouvoir appliquer cette formulation-là qu'on va donner du premier principe. Donc, il faut ici en plus que PI soit égal à PF égale P extérieur. Sinon, la petite démonstration que l'on va faire, elle ne va pas être valable. Donc, isobar, bon, là, il n'y a pas de 10 000 questions à se poser. La pression, elle est constante à chaque instant de la transformation. Donc là, ça ne va pas poser de souci. Pour monobar, bon, la pression extérieure va être constante. Donc, c'est la définition de la transformation de monobar. Mais en plus, il faut qu'on soit dans un cas particulier où PI égale PF égale P extérieur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Bien. Ce qui m'intéresse ici, ça va être ce travail des forces de pression ici. Qui est égal à moins P extérieur dV entre VI et VF. Bon, là, le calcul il va être un tout petit peu différent suivant qu'on ait une transformation qui est monobar ou isobar. Je le fais par exemple dans le cas de la transformation monobar. Pour isobar, on va voir que c'est le même calcul en fait. Donc, ça fait moins P extérieur, facteur de VF moins VI. Donc là, je le fais dans le cas de la transformation monobar, le calcul. Mais une fois qu'on aura tout écrit, on regardera ce qui change pour la transformation isobar. On verra que en fait, c'est le même. Bien. Et donc, si je m'intéresse à delta U moins le travail des forces de pression, eh bien, on remarque que c'est égal donc, à delta U, ici, plus, cette fois-ci, P extérieur facteur de VF moins VI. Mais compte tenu du fait que j'ai imposé cette condition supplémentaire, à savoir que P extérieur égale PI égale PF, je peux réécrire ça également comme étant delta U plus PFVF moins PI VI. Et on reconnaît ici au niveau de la parenthèse rien d'autre que delta PF en fin de compte. Pardon, delta PV entre l'état initial et l'état final. Et donc, cette différence entre la variation d'énergie interne et le travail des forces de pression, ici, c'est rien d'autre que la variation d'enthalpie. Puisque l'enthalpie, c'est U plus PV. Donc, si on s'intéresse à delta U plus delta PV, c'est bien delta H ici. Et donc, en fin de compte, on a la formulation ici de notre premier principe pour ces transformations isobar ou monobar qui nous dit que delta E, c'est macro, plus delta H égale Q plus W autre. C'est la formulation du premier principe qu'il faut connaître. Vous remarquez que le terme du travail des forces de pression a disparu, entre guillemets. Il a été englobé dans le terme qui se trouve à ce niveau-là. Donc, attention, quelques remarques.
Monsieur, est-ce qu'après vous pourrez revenir sur la diapo précédente à la fin de ça, s'il vous plaît? Oui. Merci. Donc, le terme du travail des forces de pression hein, est contenu dans L delta H. Hein. Il ne faut pas le compter deux fois. Hein. Donc ça, c'est une erreur trop fréquente. Hein. C'est de rajouter hein, dans le bilan, hein, en fait, hein, le terme de travail des forces de pression. Hein. Remarquez bien hein, qu'avec le petit calcul que l'on a fait ici, hein, eh bien, on a le travail des forces de pression hein, qui a été ajouté au terme, retranché plus exactement au terme de variation d'énergie interne pour faire apparaître eh bien, le terme de variation d'enthalpie. Et donc, dans la formulation encadrée là qu'on utilisera directement, hein, eh bien, donc surtout, hein, il ne faut pas le recompter une autre fois. Hein, ce terme des travail des forces de pression, il est directement contenu hein, dans le terme delta H qui est ici. Hein. Donc ça, attention, c'est une erreur fréquente. Donc c'est la première remarque. Hein. Attention, le travail des forces de pression, il est contenu hein, dans le terme delta H. Et donc, la deuxième remarque, et elle est importante, hein, donc cette formulation hein, du premier principe, eh bien, on remarque qu'elle n'est valable hein, que pour les transformations isobars. Donc là, je reviens en arrière un tout petit instant. Donc si la transformation elle est isobar, bon, bah, ça ne change à peu près rien au calcul qu'on a fait, hein, puisque P extérieur est égal à P du système, mais c'est une constante. Donc pour la transformation isobar, hein, le P extérieur, c'est égal à la pression du système, mais indifféremment à PI ou PF, hein, puisque bah, la transformation, justement, elle est isobar. Hein. Et donc, en termes de calcul, hein, bon, on remarque que ça reste entièrement valable ici. Hein. Donc, pour les transformations donc, isobars et pour les transformations monobars, donc avec une contrainte supplémentaire hein, qu'il ne faut pas oublier, hein, à savoir que P extérieur égale PI égale PF en fait. Hein. Entre l'état initial et l'état final, hein, la pression du système, on a dit elle est a priori pas définie hein, pour une transformation monobar. Hein. Si elle est définie, eh bien, elle prendra des valeurs à tout ce qu'il y a de plus quelconque. Mais en tout cas, il faut qu'on ait à l'état initial, à l'état final, hein, ces pressions qui valent P extérieur. Hein. Sinon, la formulation qu'on a donnée ici hein, du premier principe, elle n'est pas valable non plus. Hein. Donc attention, hein, ne gardez pas à l'esprit simplement hein, le qualificatif monobar. Hein. Si la transformation elle est que monobar, hein, on n'a pas non plus le droit d'écrire le premier principe hein, sous la formulation hein, que l'on a donnée juste avant, hein, puisque pour faire apparaître le terme de variation d'enthalpie, hein, bah, c'est bien la pression du système qui intervient dans H égale U plus PV. Hein. Donc attention, hein, il ne faut pas oublier hein, cette dernière partie. Hein. Malheureusement, hein, c'est trop souvent le cas. Hein. Donc si la transformation elle est que monobar, ben, on n'a pas le droit d'écrire ça. Hein. Bien. Alors, cette formulation donc, du premier principe que l'on a donné, en fait, disons, si on a par exemple qu'un seul gaz qui subit une transformation isobar ou monobar avec cette particularité-là, Px égale Pi égale Pf, j'ai envie de dire, hein, bon, l'intérêt il est quand même assez limité hein, de réécrire le premier principe. Hein. Bon, ça ira un tout petit peu plus vite dans le calcul, hein, mais on peut très bien s'assortir avec ce que l'on avait écrit avant, à savoir delta EC macro plus delta U égale, etc. Bien. Là où c'est vraiment intéressant, hein, cette formulation-là du
du premier principe, pardon, hein, c'est dès qu'il y a des changements d'état, en fait, hein, parce que la grandeur qui est tabulée lorsqu'on a un changement d'état, hein, ben, c'est la variation d'enthalpie massique du changement d'état, ce qu'on a appelé la chaleur latente, hein, ou l'enthalpie massique de changement d'état juste avant. Remarquez bien, hein, et c'est ce que j'avais dit en introduction, hein, c'est qu'on n'a pas parlé des changements d'état dès lors qu'on s'intéresse à la variation d'énergie interne. Hein. Donc la seule grandeur tabulée, ben, c'est celle qui est relative à l'enthalpie. Alors c'est simplement parce que le changement d'état se fait à température et pression constante. Et donc, s'il se fait à température et surtout pression constante, on est dans ce cas particulier ici où on va pouvoir appliquer le premier principe sous cette formulation-là. Et ça va être particulièrement donc, intéressant pour nous, en fait. Et donc, on va prendre quelques exemples pour illustrer ça. Ce premier principe traduit en termes enthalpiques. Et vous allez voir que les 3 exemples que l'on va prendre, eh bien, c'est justement des cas où il va y avoir des changements d'état, puisque c'est vraiment là où cette formulation-là du premier principe prend vraiment tout son intérêt, en fait. Monsieur, j'avais une question par rapport à Oui. l'énergie cinétique macroscopique. Oui. C'est quand on compte la variation, c'est que par rapport à l'état initial et l'état final, ce qui est entre les deux, il peut y avoir une vitesse, mais on ne la compte pas entre guillemets. Alors, c'est exactement ça, effectivement, puisque, et c'est tout l'intérêt en fait de l'énergie interne d'une part et de l'enthalpie d'autre part. C'est ce qu'on a appelé des fonctions d'état. Et donc, quand on s'intéresse à la variation d'énergie interne ou d'enthalpie ou d'énergie cinétique macroscopique, d'ailleurs, c'est ce qui revient au même, eh bien, seule la valeur finale et la valeur initiale sont importantes. Tout ce qui se passe entre, on s'en fiche en fait. D'accord, ok. Bien. Alors, on va prendre un premier petit exemple. Donc, c'est l'application numéro 4. Et donc, dans cette application, pour les connaisseurs, voilà, c'est ça. Donc, pour les connaisseurs, donc j'espère que ceux qui connaissent ont déjà vu toutes les saisons. Sinon, je viens de vous spoiler la fin, dommage. Donc, en fait, ici, donc, dans la série Game of Thrones, donc, une des scènes finales, donc, il y a un dragon en fait, qui fait fondre bien, donc, le trône de fer. Donc, le trône de fer dans la série, il est composé de 200 épées en acier. Donc, chacune des épées pesant environ 1,3 kg. Donc, dans la description qui en est faite. Et donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu quelle va être la puissance ici que doit développer donc, le dragon pour bien, donc, faire fondre le trône de fer. Et on va comparer ça à la puissance d'un réacteur nucléaire pour voir un petit peu si c'est réaliste, façon de parler, puisque les dragons n'existent pas, mais disons, pour comparer ça un petit peu à la puissance d'un réacteur nucléaire. Bien. Alors, ici, donc, dans l'épisode correspondant, il faut à peu près une dizaine de secondes au dragon pour faire fondre le trône de fer. Donc, j'ai repris cet ordre de grandeur-là. J'ai fait donc, une petite hypothèse sur la température donc, initiale bien, donc, du trône de fer. J'ai pris par exemple 20 degrés Celsius. Et puis, on va chercher à déterminer ici la puissance donc, qui est nécessaire pour faire fondre bien, donc, ce trône de fer ici. Alors, si vous regardez un petit peu au niveau donc, des données, ce qu'on vous propose, donc on vous donne la capacité thermique massique ici de l'acier. On vous donne également la température de fusion donc, de l'acier et puis la chaleur latente de fusion de l'acier qui est notée à L fusion ici. Bien. Donc l'idée, ça va être bien, donc, de s'intéresser à l'énergie qui va être mise en jeu pour passer donc d'un état initial, donc le système ici,
eh bien, donc, ça va être le trône hein, de fer, justement. Hein. Autrement dit, les 200 épées. Hein. Et donc, on va s'intéresser à un état initial où la température, hein, θi ici, hein, vaut 20 degrés Celsius. On s'intéresse ici hein, au trône de fer. Donc, vu que eh bien, les épées à cette température-là sont solides, hein, on va utiliser hein, le modèle de la phase condensée idéale. Ici, hein, on a un solide. Hein, et donc, on va aller jusqu'à un état final ici. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la puissance minimale hein, nécessaire au dragon hein, pour faire fondre le trône de fer. Hein. Autrement dit, hein, on va s'intéresser au cas où eh bien, donc, les épées hein, ont entre guillemets juste fondu. Hein. Autrement dit, on va se placer à une température hein, de 1450 degrés Celsius ici, où eh bien, donc, notre système sera liquide. Et on reste dans ce cadre ici de la phase condensée idéale. Bien. Et donc là, hein, pour cette transformation, hein, dont on va donner eh bien, un modèle juste après, hein, eh bien, on va caractériser hein, le passage de l'état initial à l'état final par eh bien, donc, une variation d'enthalpie que je note ΔH. Bon. Sur tous ces exercices, sur les changements d'état, il y a un point qui est fondamental, hein, c'est celui-ci, hein, c'est que l'enthalpie, en fait, grand H, c'est une fonction d'état. Et vu que c'est une fonction d'état, hein, sa variation est indépendante du chemin suivi, en fait. Par là, hein, j'entends donc la chose suivante, hein, c'est que, eh bien, donc ici, hein, quand on calcule le delta H, on a dit c'est H final moins H initial. Et c'est le seul point qui est important pour le calcul du delta H, hein, c'est que on doit avoir un état final, un état initial, et faire la variation d'enthalpie entre l'état initial et l'état final. Bien. Et donc, pour avoir accès au delta H, en fait, dès qu'on a un changement d'état, hein, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Eh bien, on va imaginer un chemin donc, qui part du même état initial et qui arrive au même état final, en fait. Alors, on peut se demander hein, à quoi ça sert de faire ça, en fait. C'est simplement un peu toujours le même principe. Hein. Il va falloir se ramener à une équation, une inconnue. Donc, si on veut avoir accès directement au delta H entre l'état initial et l'état final, hein, on va voir que eh bien, il va falloir appliquer donc, le premier principe. Hein. Le problème, c'est qu'on va se retrouver en gros avec eh bien, donc, une équation hein, à deux inconnus. Donc, les deux inconnus étant la puissance ici du dragon hein, et puis le delta H en fin de compte.
le fait d'imaginer ce chemin hypothétique entre l'état initial et l'état final va en quelque sorte nous donner une deuxième inconnue pour avoir un système de deux équations à deux inconnues et surtout avoir accès à la seule inconnue qui nous intéresse, la puissance ici de notre dragon. Alors, ce n'est pas gênant d'imaginer un chemin hypothétique. Est-ce que dans la réalité, ça se passe exactement comme ça? On s'en fiche parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à un delta H, ce delta H nous est donné par H final moins H initial. Et donc, qu'on suive un chemin réaliste qui mène de cet état initial à cet état final, ou qu'on passe par un état intermédiaire que je vais introduire juste après ici, la variation d'enthalpie, elle, au global, sera la même, puisqu'on aura le même état initial au global et le même état final. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de travailler avec ces fonctions d'état, énergie interne et enthalpie, c'est qu'au besoin, pour avoir accès à la variation d'énergie interne ou d'enthalpie correspondante, on peut imaginer le chemin qui est le plus pratique pour nous pour faire le calcul. Le tout, c'est que, il faut qu'on ait le même état initial et le même état final. Mais attention, quand on fait ça, ça nous donnera une indication bien uniquement que sur la variation d'enthalpie ou d'énergie interne, si on fait la même chose avec l'énergie interne, mais en aucun cas, ça nous donnera des informations sur le terme de transfert thermique ou le terme de travail, par exemple, au cours de la transformation réaliste qui mène de l'état initial à l'état final, puisque ces deux termes, que sont le travail et le transfert thermique en particulier, eux, sont des termes qui dépendent du chemin suivi. Donc là, la seule chose que ça va nous donner comme information, c'est des informations sur le delta H qui, ce terme-là, ne dépend pas du chemin suivi. Bon, et donc, si on regarde un petit peu l'état intermédiaire que je vais introduire, en fait, l'état intermédiaire, c'est les données qui vont nous faire choisir un chemin plutôt qu'un autre, en fait. Donc là, en l'occurrence, ça nous donne la température de fusion de l'acier à 1450 degrés Celsius. Donc le changement d'état se faisant à température constante, il va falloir ramener les épais en fait, à cette température de 1450 degrés Celsius. Et donc ça, d'un point de vue énergétique, ça va être assez facile à évaluer parce qu'on vous donne également la capacité thermique massique de l'acier. Et donc là, dans cet état intermédiaire, je vais avoir ici une température qui va être égale à 1450 degrés Celsius. Donc la même température qu'ici, en fin de compte. Par contre, là, je vais avoir dans cet état final du solide uniquement que je vais assimiler à une phase condensée idéale. Et donc, le delta H ici, ça va être delta H1 plus delta H2. L'intérêt de faire ça, c'est que le delta H1 et le delta H2, ils sont excessivement faciles à déterminer. Parce que si on regarde le delta H1, on remarque qu'on a une phase condensée idéale, donc un solide, qu'on va amener de la température θi à la température θf. Et donc le delta H1, ça va être la masse de notre système, autrement dit la masse de nos 200 épais ici, fois le delta T, autrement dit Tf moins Ti. Comme c'est une variation de température, qu'on fasse cette variation en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, ça revient exactement au même. Pardon, là j'ai oublié par contre la capacité thermique massique de l'acier, fois petit c. Et donc ce terme-là, vous remarquez que numériquement, on y a facilement accès. Donc si on fait l'application numérique, on trouve 1,61 fois 10 puissance 8 joules. Le delta H2, lui, on y a accès aussi facilement parce que si on regarde la deuxième transformation,
on a du solide qui a la température de changement d'état 1450 degrés Celsius. Et au final, on a du liquide qui est à 1450 degrés Celsius également. Et donc ici, le delta H, 2, ça va être la chaleur latente de fusion de l'acier. Donc attention, c'est une énergie massique. Et donc là, les 200 épées sont totalement transformés en liquide. Donc c'est petit m fois L0 fusion ici. Et donc là, encore une fois, on peut faire l'application numérique. On trouve 6,96 fois 10 puissance 7 joules. Connaissant le delta H1 et le delta H2, on peut en déduire par voie de conséquence le delta H. Monsieur, vous pouvez expliquer rapidement comment vous avez obtenu le delta H2, s'il vous plaît? Oui. Alors, je finis juste mon application numérique et j'y reviens. Donc, delta H1 plus delta H2. Donc, si on fait la somme des deux termes, 2,31 fois 10 puissance 8 joules. Alors, l'intérêt en fait de faire ce chemin fictif-là, c'est de se ramener à des transformations en fait sur des systèmes sur lesquels on va pouvoir facilement évaluer les variations d'enthalpie. Sachant qu'on a vu juste avant 3 cas particuliers où il est simple en fait d'évaluer une variation d'enthalpie. C'est la variation d'enthalpie d'un gaz parfait. Donc ça, c'est facile à évaluer. On sait que c'est Cp delta T. Alors ici, on n'a pas de gaz, donc on n'est pas dans cette configuration-là. Les deux autres termes que l'on avait, les deux autres configurations qu'on avait introduites, c'est lorsqu'on avait un solide ou un liquide qu'on assimilait à une phase condensée idéale, on peut facilement avoir accès à la variation d'enthalpie correspondante. On a dit que si on a une phase condensée idéale, un solide ou un liquide, la variation d'enthalpie, c'est la capacité thermique fois delta T. Donc ça, c'était la deuxième cas de figure. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir accès au delta H1. Et ensuite, on a la dernière configuration simple qui avait été introduite juste avant, c'est lorsqu'on a un changement d'état. On avait dit, lorsqu'on a un changement d'état, on a une grandeur qui va être tabulée. C'est l'enthalpie massique de changement d'état. Et donc, en multipliant l'enthalpie massique, qui est une grandeur tabulée qui vous est fournie au niveau des données par la masse du système correspondant, on peut facilement avoir accès à la variation d'enthalpie associée à ce changement d'état. Donc, c'est rien d'autre que la partie petit c qu'on a vue juste avant. Et donc là, je vous ai dit, il n'y a aucune formule à retenir là-dedans en fin de compte, puisque c'est une grandeur tabulée, une valeur numérique qu'on vous fournit. Et donc, dès qu'on a un changement d'état, la variation d'enthalpie, on y a accès très facilement. Bon, la seule chose, c'est qu'ici, il faut juste faire attention au fait que ce que l'on vous donne, c'est la chaleur latente de fusion. Autrement dit, c'est une enthalpie massique, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est une variation d'enthalpie qui correspond donc au changement d'état. Et donc, en multipliant simplement par la masse du système, on a accès au delta H2. Et donc, dans tous ces chemins fictifs-là qu'on introduira pour traduire tel ou tel exercice, vous allez voir, on va en faire 2 autres derrière qu'on corrigera vendredi. L'idée, c'est de se ramener à des étapes intermédiaires pour lesquelles c'est facile d'exprimer les variations d'enthalpie. Autrement dit, à se ramener à des variations d'enthalpie de gaz parfait, de phase condensée idéale ou à des changements d'état en fait. C'est bon? Oui, merci. Bien, donc là on a le delta H, donc 2,31 fois 10 puissance 8 joules. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est d'écrire en fait le premier principe pour avoir accès à une équation, une inconnue en fin de compte à la puissance du dragon, puisque là on a exprimé le delta H. Et donc là la particularité, c'est que cette entre guillemets expérience se fait sous pression atmosphérique constante,
sachant qu'à l'état initial, le trône de fer solide est à la pression atmosphérique et le trône de fer fondu est également à une pression finale qui est égale à la pression atmosphérique. Et donc, on est typiquement ici dans le cas d'une transformation monobar pour laquelle on a PI égale PF égale P extérieur ici. Et donc, on va utiliser la formulation du premier principe traduit en termes enthalpiques pour avoir accès à ce delta H ici. Donc ici, la transformation est monobar avec ici P extérieur égale PI égale PF. Et donc, le premier principe nous dit que delta EC macro plus delta H est égal au terme de transfert thermique plus W autre. Lorsque on s'intéresse ici aux différents termes, la variation d'énergie cinétique macroscopique, bien évidemment, elle est nulle. Le delta H, eh bien, donc, c'est le terme qu'on vient de calculer, donc ça on le connaît. Le terme de transfert thermique, en fait, ça va être l'énergie thermique apportée ici par le dragon. Donc ce terme-là, on peut l'écrire comme étant ici P fois delta T. Donc attention, ici, P, c'est la puissance. Donc une énergie, je vous rappelle, c'est une puissance fois un temps. Et le terme autre, ici, il est nul. Et donc, en fin de compte, la puissance qui nous intéresse, cette puissance ici liée au dragon, c'est rien d'autre que delta H sur delta T. Le delta H, on le connaît. Le delta T, on vous dit que c'est 10 secondes. Et donc, ça nous permet d'avoir accès numériquement à cette puissance, à savoir 2,31 fois 10 puissance 7 watts. Et donc ça permet de comparer ça avec la puissance d'un réacteur nucléaire, puisque si on fait P sur la puissance d'un réacteur nucléaire, eh bien on trouve environ 2,6%. C'est un sacré dragon. Ah bah c'est un très gros dragon, si vous connaissez la série. Moi, je dirais plutôt que c'est un C'est celui de Daenerys, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est le dernier dragon, le gros là. Aux écailles rouges. Lui, il dit qu'il n'a pas vu. De bien manger. Moi, j'ai pas vu, moi. Il faut profiter du confinement, de la fin du confinement pour pallier à ce problème-là. Ah, moi, j'en C'est profite. le prof de pour faire physique qui l'a dit, alors. physique, Je vous ai dit, de toute façon, il ne faut pas se tuer à la tâche. Vous travaillez à 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, le soir, vous avez le droit de vous détendre un petit peu. Sérieux? Si vous travaillez 7 heures dans la journée, c'est déjà pas mal. Nous, on travaillait 18 heures par jour, voilà. C'est pour ça on veut savoir. Moi, je fais une journée de 35 heures. Moi. C'est encore mieux, j'ai envie de dire. Donc, vous aurez cet été pour regarder tout ça et puis parfaire votre culture cinématographique si vous ne l'avez pas vu. Bien. Alors, voici pour ce premier petit exemple. On corrigera en fait les deux applications qui restent, là, les applications 5 et 6 ici, vendredi.
On continuera donc et on terminera donc ce cours sur le premier principe. Et donc, vous verrez, si vous essayez de les faire là d'ici vendredi, et ça vaut le coup d'y réfléchir, en fait, c'est exactement le même principe, à savoir, on a un état initial, un état final avec une variation d'enthalpie correspondante. Et après, il faut imaginer un chemin. Donc, parfois, c'est plus ou moins facile à imaginer, le chemin, mais c'est vraiment les données qui nous font prendre telle ou telle direction, en fin de compte, pour pouvoir évaluer. Donc, en gros, le terme de variation d'enthalpie sera mené à une équation, une inconnue, la grandeur que l'on cherche, mais tout est basé sur le fait que cette fonction d'état-là est indépendante du chemin suivi. Donc, à partir du moment où on a le même état initial, le même état final, eh bien, on peut vraiment imaginer complètement le chemin que l'on veut ici pour aller de cet état initial à l'état final. Et donc avoir accès à notre système d'équations qui permet là, de déterminer la puissance du dragon. Vous verrez dans un autre exercice, c'est de savoir si un glaçon il fond complètement, si on le met dans un verre d'eau ou pas, etc. etc. Donc l'idée, c'est malgré tout celle-ci. Donc lorsqu'on a un changement d'état, vous remarquez que c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut faire l'effort d'imaginer ce chemin fictif. Est-ce que dans la réalité, ça se passe comme ça? On s'en fiche, puisque la variation d'enthalpie ici ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc là, pour vendredi, vous essayerez de faire les applications 5 et 6. Ça mérite d'y avoir réfléchi un petit peu avant parce que ça, c'est vraiment le type d'exercice quand on corrige en direct comme ça. Si on n'y a pas réfléchi avant, ça paraît assez simple. Après, quand il faut s'y coller, vraiment imaginer le chemin fictif qui permet donc d'aller de l'état de départ à l'état final, c'est parfois un petit peu moins simple. Donc, ça, on le terminera vendredi. Bien, donc pour le cours de physique, on va s'arrêter là aujourd'hui. Cet après-midi, donc 13h, donc, je vous reprends. Donc, je prendrai un moment là pour répondre aux questions éventuelles sur l'info, soit sur le cours, soit sur les petits exercices là que je vous avais donnés. Donc, s'il faut un quart d'heure, on y passe un quart d'heure. S'il faut 2 heures, on y passe 2 heures. Peu importe. Toujours est-il qu'on essaie de clôturer au moins pour l'instant ce chapitre-là sur les bases de données. Et après, suivant le temps qui reste, on commencera donc la correction du TD sur les piles. Mais je pense qu'on aura le temps de l'avancer pas mal. OK. Monsieur, Oui. comment ça se fait que Q égale la puissance fois delta T? On l'a vu ça? Alors, disons, ici, le dragon, en fait, il amène de l'énergie thermique. Donc, c'est le fait de chauffer, entre guillemets, le trône de fer, le solide, qui va faire que le solide, il fond. D'accord? Donc, l'énergie, ici, elle va être amenée, en fin de compte, sous l'intermédiaire, sous forme de chaleur, en fait. Et après, on a simplement utilisé le fait qu'une énergie, sur un temps, c'est la définition de la puissance. Donc, cette définition générale de la puissance, ici, c'est valable pour tous les types d'énergie, que ce soit de l'énergie thermique, de l'énergie mécanique ou autre chose. Une puissance, c'est toujours une énergie sur un temps ici. Donc là, j'ai supposé que la puissance qui était amenée par le dragon, elle est constante tout au long de la transformation. Alors bon, c'est discutable, mais c'est le seul moyen de faire une petite application numérique ici. Mais j'ai simplement utilisé cette définition générale ici. D'accord. Bien, d'autres questions? Non? Oui. Oui. Pourquoi dans votre TD d'info, Cristiano, il est encore au Real de Madrid? Alors, c'est parce que effectivement, c'est le TP que j'avais proposé l'an dernier, et même il y a 2 ans, je crois, et j'ai pas réactualisé, simplement la base de données. Alors, la raison, elle est quand même simple. Ça va, tu changes juste quelques lettres.